Salut les opticiens. Aujourd'hui dans le cadre du road trip de l'optique avec Acuité Bienvue et l'OL Mag, je suis à Vannes, chez Jérôme Laurent, le magasin Optique 2000, et j'ai hâte de connaître sa vision des choses. Je vous laisse me suivre. Jérôme Laurent qui a décidé de m'amener chez lui dans un cadre qu'il affectionne particulièrement. Ça va changer, ça va être sympa, c'est parti. Jérôme. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir à Vannes. Avec plaisir. On a pris le parti d'être chez toi, au Ouais. calme. La première chose, c'est vraiment d'avoir ta vision sans filtre. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter? Jérôme Laurent, opticien, diplômé 95 de l'école d'optique de Cholet à l'époque, maintenant Angers. Puis DU de Contacto 2000-2001 et DU d'Opto mais non fini pour cause de rachat de magasin en 2001-2002. Ensuite, une fois que tu as eu ton diplôme, Lynx Optique Vélizy pendant 3 mois, en attendant le service militaire justement. Puis 6 ans à Palaiso pour une dame qui m'a beaucoup appris. Après, je me suis installé en 2002, 2 janvier 2002 exactement, le jour des 35 heures et de l'euro, à Tournon-sur-Rhône en Ardèche, sur 2 magasins Optique 2000, Tournon-sur-Rhône et La Mastre. Après, ras-le-bol de mon métier, enfin de la façon dont il tournait, j'ai vendu pour faire de la grande distribution pendant 2 ans, jusqu'à se rendre compte que c'était pas mon monde. On a décidé après de racheter de nouvelles affaires et on est tombé sur Vannes, on a atterri ici en mai 2015. c'était quoi ta vision, un peu le pourquoi du ras-le-bol en fait? Un jour, j'ai accompagné un client par la peau du dos. Mes collaborateurs sont venus me voir en me disant voilà, il y a quelqu'un qui est là, on n'y arrive plus, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc j'y suis allé. Mes collaborateurs avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour satisfaire ce client. Ça marchait pas et à un moment ou un autre, on a eu une faille, faut l'admettre, même si monsieur et madame avaient commandé des lunettes. Il y avait un devis qui était signé, celui de madame, celui de monsieur ne l'était pas. Monsieur nous certifiait son remboursement. Puis à un moment, il a mis le doigt dessus et a dit mais j'ai pas signé. Quand je regarde les papiers, sûr que ça avait été fait et tout était signé, sauf effectivement le devis. Donc voilà, on avait fait une faille. Mais il savait très bien, sa femme était à côté, était gênée. Et puis là, d'un seul coup, il s'est mis à jouer dessus. Alors j'ai commencé à prendre sur moi, à hyperventiler. Et puis plutôt que de calmer le jeu tel qu'on avait essayé de le faire, lui a continué à insister. Et là, il y a un moment, je suis sorti de mes gonds, je me suis levé, je l'ai attrapé par le poids du dos, je l'ai mis dehors. Je lui ai demandé de ne plus jamais remettre les pieds chez moi. Sa femme ne savait plus où se mettre, elle est revenue 2 jours après récupérer ses lunettes et s'excuser pour le comportement de son mari. Voilà, je pense qu'on n'était pas en tort, je me suis retourné, mes collaborateurs avaient la banane. Je disais ouf, on a soulagé le truc. Et moi j'étais en train de me dire putain mais si j'avais été encore meilleur, j'aurais réussi à lui faire entendre que c'est lui qui nous avait certifié. J'avais 41 ans, je me suis dit waouh, encore 20 ans à faire. Ça va être compliqué si je commence à me comporter. C'était la goutte d'eau en fait, c'est ça? Ouais, c'était la goutte d'eau. J'aimais pas la tournure des réseaux. Mais c'était la goutte d'eau. Si on dézoome un petit peu, quelle est ta vision du marché de l'optique? C'est-à-dire que si tu dois dire à une personne qui veut faire un BTS opticien, c'est super parce que, par contre le point noir c'est, tu dirais quoi? Le marché de l'optique c'est super parce que c'est un métier à multiples facettes. On peut y faire plein de choses. On peut avoir un coup de moins bien et s'isoler derrière pour y faire du technique. On peut y avoir un rôle de conseil parce qu'on peut faire un examen de vue, une lentille de contact ou ce genre de choses. On peut alterner entre de l'administratif, de la vente, du relationnel client, du relationnel professionnel. On vit dans un monde qui est quand même pour l'instant ultra privilégié. Faut pas se voiler la face. On a tous pour la majorité un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 4 quand on a fait une maîtrise, mais voilà. Et on vit dans des conditions qui sont quand même très confortables. Donc c'est plutôt une chance. Okay. Si j'avais un bémol, forcément les réseaux, pas pour une question pure de tarif. Jusqu'à présent, qu'on soit petit, qu'on soit gros, on pouvait tous vivre. Je dis pas qu'il y a de la place pour tout le monde, mais on pouvait tous vivre avec un mode de fonctionnement. Je pense que les réseaux tendront à vouloir des grosses entités. Je pense que les réseaux font la part belle à ceux qui ont les moyens et que c'est de plus en plus difficile pour ceux qui sont bons mais sans moyens. Ça c'est quelque chose qui me dérange foncièrement dans mes valeurs. Maintenant je suis sous enseigne nationale, j'ai grossi par mon boulot, pas parce que je suis né avec. Mais j'ai le sentiment de l'avoir fait plus en m'adaptant que par envie première. Aujourd'hui, ta relation avec les réseaux de soins, c'est quoi? Je signe. On vient d'avoir les résultats de Calixa hier. Moi, j'ai signé 4 sur 4. On a eu les 4 sur 4. Donc, à partir du moment où j'ai signé, je l'assume. Je l'assume vis-à-vis de mes collaborateurs. Je l'assume vis-à-vis de ma clientèle. Je l'assume peut-être moins sur mes valeurs personnelles. Mais nécessité fait loi, quoi. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est l'incapacité, le diktat et l'incapacité à trouver des valeurs communes qui ne soient pas que des valeurs financières, mais qui soient aussi des valeurs, et qui soient surtout des valeurs professionnelles, de qualité et de professionnalisme. À l'heure actuelle, on a quand même une tendance à opposer 2 mondes. Ton avis sur les syndicats aujourd'hui? Je suis allé à 2 réunions du ROF à l'époque où il y avait les grandes réunions juste avant la mise en place du 100% santé. Oui. J'ai dit merci 2 fois à André Balbi parce que je pense qu'il a été un des rares hommes qui a réussi à créer un climat relativement consensuel. Notre métier, alors je sais bien que diviser pour mieux régner, mais notre métier a quand même beaucoup souffert d'une incapacité à se fédérer. André Balbi a eu cette capacité, à prouver, grâce à son marché certes, mais à prouver et à donner du sens
à une grille qui soit représentative, à fédérer, que ce soit des enseignes, que ce soit des indépendants. J'ai regretté son départ. Et aujourd'hui, comment tu juges l'action des syndicats, ton niveau d'information? Mon niveau d'information est bon. Alors, je fais aussi partie des élus au groupement, donc forcément, ça aide. Mon niveau d'adhésion, forcément un peu moindre. Je soutiendrai le ROF, même si je ne suis pas 100% d'accord. Ce sont des partis pris qui sont ceux qui me correspondent le mieux, en tout cas, et auxquels, globalement, j'adhère. Je pense qu'ils ont du mal à se faire entendre, mais je pense qu'il y a une fourberie entre ce qu'on veut nous faire croire et ce qui est réellement prévu. Qui veut nous faire croire? Le pouvoir public ou des instances avec un certain pouvoir dans notre profession, et notamment les OCAM et les assureurs. Je suis peut-être dans un monde de bisounours. Enfin, je suis peut-être un bisounours. Je pense qu'il y aurait une possibilité de compatibilité, d'écoute active et de bienveillance. Et à l'heure actuelle, j'ai le sentiment qu'on fait des beaux écrits, des belles chartes de déontologie, mais que tout ce qui compte, c'est l'argent. En fait, on n'était pas assez représentatif pour faire évoluer les choses, c'est ça que tu ressens? Alors non, on ne l'était pas, je pense qu'on l'est maintenant, je pense qu'on n'est pas assez entendu. Ouais, mais je pense pense parce que déjà, on n'a pas la même vision déjà entre les deux syndicats. Ça joue ça ou pas? Ou pas forcément? Les syndicats, on va dire, c'est comme tout parti politique, ou comme tout autre syndicat d'ailleurs professionnel, ils ont besoin d'exister, ils ont besoin de vivre, et pour exprimer leurs idées, et aussi pour un mode de fonctionnement interne, et ça c'est nécessaire. Je pense que l'ensemble des opticiens, entre guillemets presque tout l'ensemble des opticiens, si on leur proposait du concret et non pas des décisions politiques, il y aurait une très forte unanimité. Je pense que les aspirations des uns et des autres sont les mêmes. On respecte, enfin moi j'ai le plus grand. La première des choses que je fais quand j'arrive dans une ville, c'est je vais voir mes collègues et je me présente. Et alors, bon, c'est bateau, et je vais prendre un vieil exemple. À l'époque, on se disait toujours, demain vous n'avez plus de feuilles de soin, vous m'appelez. Bon, et puis on est d'accord, hein. Oui, demain il n'y a plus de feuilles de soin, vous m'appelez et on se dépannera. Demain, vous avez besoin d'une monture que moi j'ai, que vous ne pouvez pas vendre, et on se dépannera. Oui, c'est sympa. Au-delà, c'est surtout confraternel. Je pense que maintenant, on peut se tirer dans les pattes, on fait plus de mal à la profession qu'autre chose. Mais je pense qu'on a tous la même idée du métier, avec certains l'envie de grossir, d'autres l'envie d'être indépendant, d'autres l'envie d'être créateur. Mais l'usage des bonnes pratiques, à l'école, on apprend un métier de technicien, on n'apprend pas un métier de commercial. Et je pense que ce qui plaît et ce qui déçoit, ce qui plaît à l'école, c'est le côté technique. Ce qui déçoit, c'est la réalité quand ils arrivent dans le monde du travail. C'est pas ce qu'on apprend à l'école. Exactement. Avec peut-être plusieurs personnes, dont toi si tu as envie, avec plaisir, l'idée de créer un book des best practices de l'opticien. Si tu devais en citer une pour commencer à écrire ce livre, tu dirais quoi? Alors moi je pense qu'il y a une bonne pratique qui est propre à tout le monde, c'est l'écoute et l'adaptation. Mais quand je dis l'écoute active, alors ça peut être des bien grands mots, j'ai des collaborateurs qui diraient le contraire, mais c'est aussi bien de nos collaborateurs que de nos fournisseurs, que de nos partenaires, que de nos clients. J'allais dire sans mettre l'un plus que l'autre, en tout cas en faisant comprendre les enjeux positifs et négatifs des uns et de l'autre. Alors on va pas se mettre à expliquer ce que c'est que notre métier, c'est pas la question n'est pas là, mais la question est de s'écouter, de s'entendre et de se comprendre. Ok. De communiquer. Ok. Qu'est-ce que tu penses, on a à peu près compris, mais de la formation aujourd'hui qui est dispensée dans les BTS, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Je vais faire le vieux. Ce qu'on pourrait améliorer, c'est la formation. Quand je dis la formation, c'est déjà le métier d'opticien. Ouais. Parce que pour l'instant, là où elle ne me paraît pas adaptée, c'est qu'on forme des techniciens et pas du tout des commerciaux. Enfin, ou en tout cas des vendeurs, sachant que la vente, c'est pas un gros mot, ça fait partie de notre métier, on est commerçant. Si on pouvait ancrer dans la tête des collaborateurs, enfin des jeunes diplômés, que ce que font très bien les audios, c'est que finalement, moi j'aurais qu'on revienne à l'idée de se dire on a une patientèle et pas une clientèle. Après, même le fond technique est en train de se dégrader. Tu ressens qu'un opticien qui est sorti en même temps que toi de BTS et qui sort aujourd'hui, il est moins bon techniquement? Je ressens que ce qui me manque à l'heure actuelle, c'est un mix entre le BTS, parce qu'on a nos obligations vis-à-vis des OCAM si on veut signer, et la nécessité d'avoir des gens qui étaient extrêmement bien formés, qui étaient les CAP, les BEP, qui étaient des vrais techniciens, qui maîtrisaient le verre, qui maîtrisaient la monture, les montages, les technologies, qui avaient un savoir. Et c'est ça qui me manque. Sur un magasin de 10 personnes, quelle est selon toi la répartition idéale entre diplômés et non diplômés? Moi j'ai poursuivi après mon BTS, je pense qu'il faut poursuivre parce que plus on en sait, plus on est en confiance pour soi-même et plus on peut donner de réponses aux clients et en tout cas plus on peut répondre à ses besoins. Est-ce que ça doit forcément appartenir au BTS ou au-delà? Je suis pas sûr. En examen de vue, oui, il n'y a pas de doute. En adaptation lentille aussi pour les parties techniques, top. Maintenant, on peut très bien former des gens qui sont très très bons. Je pars d'un principe qui est toujours le même. À l'heure actuelle, je vais prendre le système scolaire, on va prendre le français et les maths. Vous êtes bon en français, on vous dit travaille les maths pour devenir meilleur. Et moi je pense que si on vous dit vous êtes bon en français et vous êtes moyen en maths, n'abandonnez pas les maths. Par contre devenez encore meilleur en français et devenez un expert du français.
Parce que je pense que c'est là qu'ils s'éclateront le plus, les collaborateurs. Je pense que c'est là qu'ils seront le meilleur et je pense que c'est là qu'ils répondront le mieux aux besoins du client et qui sauront transmettre leur goût pour. Donc tu veux dire qu'un collaborateur qui a par exemple la licence, qui aime faire des examens de vue, ta vision des choses, si c'est possible dans le magasin, c'est de lui faire ça en priorité. C'est Alors, ça. si c'est possible, c'est important parce que moi j'ai beaucoup d'off-time, donc la question ne se pose pas. Mais, mais ce serait ça. C'est-à-dire que c'est une complémentarité. Pourquoi demander à quelqu'un de savoir tout faire et notamment de lui faire de l'atelier si finalement, même s'il sait le faire, il n'aime pas ça. À partir du moment où dans un magasin de 10, puisque tu prends cet exemple, à partir du moment où toutes les compétences sont présentes à l'instant où les clients sont là, enfin sur les horaires d'ouverture, moi, peu m'importe que celui qui aime l'examen de vue fasse de l'examen de vue et pas de la vente. À partir du moment où on satisfait les clients, qu'on répond à la demande et que toutes les compétences sont présentes, il n'y a aucun souci. Je vais prendre un vieil exemple. C'est comme si on disait à quelqu'un, moi j'aime bien monter les percées, c'est comme si on lui disait, ah bah attendez, la personne qui aime bien monter les percées, elle est absente en vacances pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le service? Non, c'est hors de question. Donc à partir du moment où les compétences sont là, que chacun fasse celle avec laquelle il est le plus à l'aise et avec laquelle il domine le plus. Regarde, on pourrait prendre l'exemple du solaire, qui est une partie aussi technique chez nous. Vous faites vendre, je sais pas, je vais prendre Oakley au hasard, à des collaborateurs, que ça va se finir, certains collaborateurs qui n'ont pas de goût ou d'appétence particulière, ça va se finir entre, je voudrais une monture noire avec un verre gris et un flash rouge. Ok. Et puis vous faites vendre des Oakley à des gens qui connaissent ça, qui adorent ça, qui sont plutôt dans la customisation et compagnie. Vous n'allez pas en vendre 70, vous allez en vendre 200, 250. Je comprends. Donc, même s'il n'y a pas de règle et on a compris ta vision des choses, je pense qu'elle est expliquée comme il faut. Sur un magasin de 10, 50-50, c'est quoi ton... S'il faut mettre un chiffre, il faut mettre un chiffre, alors que je mettrais des compétences et des goûts. Mais s'il fallait mettre un chiffre, on n'a pas besoin d'avoir... alors 50-50, c'est la facilité, mais c'est une façon de ne pas choisir. On se base sur la technicité actuelle. Je vais prendre un autre exemple. J'ai une collaboratrice il y a quelques années qui a changé de métier entre-temps. Elle n'était pas du tout issue de l'optique, elle avait un BTS MUC, je crois, Management des unités commerciales. Alors forcément, elle ne savait pas faire un examen de vue, elle ne savait pas faire une adaptation lentille, mais elle savait faire un choix de monture judicieux. Elle savait faire un ajustage, elle savait faire un montage, elle avait une connaissance des verres. Par contre, elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas, c'est que c'était la meilleure vendeuse en panier moyen et en satisfaction sur les offres commerciales, sur les deuxièmes paires. Voilà, la réponse à est-ce qu'il faut 50-50 ou pas, il faut surtout des gens qui soient dans ce qu'ils aiment. Alors, je dirais qu'on n'a pas besoin de 50-50, je dirais qu'on a besoin de 40% si on considère que demain, peut-être qu'on fera 40% des examens de vue, des adaptations lentilles, ça me paraît beaucoup, et d'une connaissance un petit peu plus pointue, je dirais dans ce cas 40% d'opticiens et 60% de non-opticiens. Mais voilà, par contre, ce qui est important, c'est 100% de passionnés et de professionnels. Très bien. Demain, tu apprends, on sait jamais, que tu es nommé ministre de la Santé. Tu as tout pouvoir sur l'optique, grosso modo c'est ça l'idée. Tu dois faire une réforme phare. Déjà, est-ce que tu en fais, et si oui, laquelle? Je fais en sorte, avec toutes les sécurités possibles, que le client ne paye qu'à satisfaction. Excellent. Ça obligerait à être vrai. À partir du moment où on a la satisfaction client, on a un collaborateur qui a priori aime ce qu'il fait. On a un collaborateur qui aime savoir, c'est l'avis Google 5 sur 5. Bien sûr. On se dit ouais, c'est chouette. Donc ça donne de la satisfaction client, ça donne de la fierté, ça donne de la satisfaction à l'équipe, ça donne de la satisfaction à tout point de vue. Enfin, je veux dire, si on part du client, alors on peut tourner en rond, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Mais si on dit au client, venez, faites-moi confiance, vous ne payerez que quand vous serez satisfait. Avec tout le système pour éviter. Donc, mais c'est peut-être une réforme de bisounours, mais. Non, mais on la comprend. Ok. Est-ce qu'actuellement tu rencontres des difficultés de recrutement? Oui, mais c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors de recrutement, et pourtant je suis plutôt dans la partie supérieure, maintenant qu'il y a les enquêtes de salaire, je suis plutôt dans le quartile supérieur pour mes collaborateurs. Mais Vannes est une ville extrêmement chère, donc se loger c'est relativement cher. 39 heures, sortie de BTS, dans ce secteur-là, c'est quoi la tranche de salaire? Entre 2100 et 2400. Ok. La satisfaction à l'argent, elle n'est pas très longue, c'est pas une fin en soi. Je suis d'accord. Est-ce que tu as mis en place ces dernières années quelque chose d'innovant dans ta façon de travailler? Pas forcément pour le recrutement. Tu as mis en place un truc innovant, tu te dis depuis que j'ai fait ça, ça change quand même la façon de travailler. C'est essayer de sensibiliser au bien-être en entreprise. On est issu d'une génération où nos parents, c'était la valeur travail. Je me suis créé notamment en travaillant. Je m'aperçois, j'ai pas de regrets, mais que forcément j'ai peut-être loupé des phases de ma vie, pour moi-même, pour ma famille, pour mes enfants, et que considérer son temps de travail aussi important que son temps
de vie en dehors du travail, ça me paraît pas être une ineptie, quoi. Ça me paraît même plutôt être bien et Tu t'affaires à ça en tout cas au quotidien. Et ça contribue au bien-être dans la vie au quotidien et ça c'est important. Alors je m'affaire à ça. Mais c'est important pour toi. C'est important, c'est une vraie sensibilité. Après, il y a le champ des possibles. Hein. Ah bah de toute façon, oui, on n'est pas D'ailleurs, d'accord, si on parle de salaire, non, je ne peux pas verser 3 000 € brut à un BTS quand il sort de l'école. Non, mais tu peux faire des choses pour eux. Alors moi, ils sont libres des plannings. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, encore une fois, à partir du moment où toutes les compétences sont présentes, ils sont libres dans la mesure où on respecte ce qu'on va appeler le poids des jours. Hein. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. S'ils sont 5 le samedi je prends ton exemple, et 10 le lundi, il y a un truc qui va pas. Bien sûr. Mais à partir de là, par contre, ils gèrent leur planning. Comment tu vois le marché de l'optique dans 10 ans? Pas comment tu aimerais le voir, mais comment tu le vois? Est-ce qu'il y aura des changements? Alors, j'ai une appréhension, mais qui est maintenant assez ancienne et qui est probablement mon vécu optique 2000. Je ne sais pas si dans 10 ans, ce seront les opticiens qui vendront des verres électroniques ou ce sera la Fnac qui embauchera des techniciens pour vendre des verres d'optique. Déjà d'une part, parce que je pense que la lunette électronique prendra sa part. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est absolument pas armé pour. Attends, qu'est-ce que tu appelles l'électronique? C'est quoi, les Google Glass, je pense Oui, mais parce que je pense que demain, on aura effectivement, peut-être même quasiment, une lunette qui remplacera notre smartphone. Okay. C'est pas pour autant qu'elle n'aura pas besoin d'être à la vue, donc il faudra qu'elle soit à la vue. Mais est-ce que c'est la Fnac qui va vendre une lunette avec une correction adaptable, ou est-ce que c'est les opticiens qui vont vendre de la lunette avec de l'électronique embarquée? Ça, c'est plus une interrogation. Donc, à partir de là, ça ferait déjà 2 branches. Je pense qu'on a un métier qui est encore protégé. Je pense qu'on va aller dans le sens des grosses entités, en tout cas pour le gros du marché. Donc le système actuel va s'accentuer. Je pense que la pression tarifaire va rendre, même si je sais bien qu'on dit on repousse le fond, on repousse le fond, on repousse le fond. Je pense que la pression tarifaire va rendre quand même les choses de plus en plus compliquées pour les plus petites entités sous enseigne. Tu vois un recul du nombre de magasins en France dans 10 ans? Tu auras peut-être des plus gros et moins de plus petits, mais est-ce que tu vois un recul du nombre de magasins? Globalement, je pense que oui, mais je pense que surtout le marché va continuer à être au profit des plus gros. Enseigne ou pas, hein. Demain, ça peut être un très gros syndicat d'indépendants, j'en sais rien. Bien sûr. Mais en tout cas, des plus grosses indépendants, des plus grosses entités, et c'est pas forcément mal à partir du moment où il n'est peut-être pas non plus tout à fait normal quand on gagne certaines sommes plus ou moins importantes qu'on ne puisse pas se financer des lunettes, quoi. C'est une question de justice. Est-ce qu'un magasin doit continuer à survivre alors qu'il vend, ou à vivre alors qu'il vend un équipement par jour? Ça sent la subvention et je suis pas sûr qu'il y ait une réelle réalité économique derrière. Tu vois des nouveaux acteurs sur le marché ou de la prise d'ampleur? On sait tous que Luxo va prendre sa part. Mais quoi, sous quelle forme? C'est sous la forme actuelle? Ils ont des magasins? Alors ils ont des magasins. Je pense que ce à quoi on s'attend, à l'heure actuelle, si on regarde les budgets de communication sur l'année 2022-2023, Grand Vision a très peu communiqué. Ils sont pourtant globalement l'acteur sur le marché français qui potentiellement peut avoir les plus gros moyens. Donc je pense qu'ils se réservent pas la possibilité, mais en tout cas pour l'instant ils travaillent leur offre et qu'à un moment ou un autre ils vont forcément la trouver. Ils vont dégainer. Ils dégaineront. Il y a qu'à voir ce qu'ils ont fait sur le marché italien, qui est quand même plutôt pas mal abouti, même en faisant des transformations. Il y a un deuxième acteur européen qui aura à peu près les mêmes moyens, Fielmann. Le jour où ils vont se livrer une guerre, j'en sais rien, mais où ils vont tous les deux s'intéresser à notre marché. Mais ça fait des années qu'on dit ça et qu'ils viennent jamais en France. Ça arrivera. Ne pas croître, stagner, c'est pas satisfaisant. Les fournisseurs ont besoin qu'on fasse de la part de marché. On a besoin pour négocier auprès de nos fournisseurs, les uns comme les autres, de faire de la part de marché. Si on se contente à notre marché, les acteurs les plus gros à un moment ou à un autre auront des parts de marché auront des conditions d'achat et des parts de marché qui de fait seront meilleures que les nôtres. Si c'était à refaire, tu referais pareil? Par définition, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce que ce serait, sauf une fois qu'on l'a fait. Donc oui, j'en ferais pareil. Très bien. Quelle est ta position et est-ce que tu as fait des choses dans la démarche RSE ces dernières années? Alors ça m'intéresse. Tu as vu le magasin du centre-ville qui est une vraie passoire thermique. Donc on a mis en place les économies. Vous êtes de l'écologie et moi je fais des économies. Enfin l'entreprise fait des économies. Dans la tête c'est bien. Bon, il y a quelques week-ends où la lumière reste allumée. Donc on a essayé de sensibiliser les gens à ça. On a refait les magasins par contre avec ce concept de se dire essayons d'être à basse consommation, essayons d'être éco-responsables. On récupère nos verres, on récupère pas nos eaux encore, mais on a une réalité économique et pour l'instant on a un tel taux de télédétourage qu'acheter un bac de bac de recyclage, il y a de moins en moins l'intérêt, ou demain il faut qu'on trouve des bacs à coût plus intéressant, mais c'est une possibilité. Sur le handicap? Alors moi je l'ai fait, mais je pense que c'est pas... Voilà, on a en ce moment dans le magasin que tu as vu, on a un jeune qui est paraplégique. C'est un accident de la vie, il voulait être kiné, il sera jamais kiné. Moi je l'ai su, il avait une opportunité... on avait la possibilité de lui offrir un job dans le paramédical, comme kiné. On avait la possibilité, parce qu'on refaisait le magasin à ce moment-là, de se dire on peut l'équiper,
pas uniquement PMR dans l'espace de vente, mais aussi dans le back-office. Bah ça, c'est une vraie démarche RSE. Donc, ça, je t'en parle, hein, je me suis permis, mais... donc on a pris le parti avec l'équipe. Hein. L'idée, c'était aussi de dire à l'équipe, est-ce que vous me suivez? Donc oui, et on est très content de le faire. Je lui ai dit qu'on le suivrait. Il pouvait rater une année ou quoi que ce soit parce qu'il est en contrat d'apprentissage et qu'on serait toujours là et qu'on répondrait présent. Cool. Quel est ton avis sur la téléophtalmologie? Alors moi, je suis pas confronté parce que j'ai 17 ou 18 ophta, donc la question se pose pas. Ouais. Et la plupart, enfin on n'a pas à se plaindre. C'est les gens qui sont compétents, enfin ouais, c'est pas la plupart, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas de soucis, de sur-problème de garantie adaptation ou autre. Je pense que sous couvert d'un très bon relationnel entre les 3 hauts, hein, on va reprendre, je pense que c'est très bien. Okay. Je pense que pour l'instant, les acteurs, ils sont plus pour le côté financier. Est-ce que ça doit être porté par les pouvoirs publics? Probablement en partie. Et je pense que ça correspond à une demande. Mais est-ce que tu penses que ça peut être une autre façon d'aller chez l'ophtalmo? Même si tu as 17 ophtalmos autour de chez toi, est-ce que demain, si ça évolue, tu peux te dire, bah, j'ai une cabine de téléophtalmo, supposons que l'ophtalmo soit content, il n'y a pas de problème avec l'ophtalmo, etc. Est-ce que tu penses que ça peut être à terme un autre parcours de soins? À part les vétérinaires, le code de la santé publique interdit d'être conseilleur et vendeur, enfin prescripteur et vendeur. Si ça nous a été interdit, à nous comme à d'autres professions, c'est qu'il y a toujours eu des abus. C'est très bien qu'à un moment ou à un autre, si on l'autorise, enfin je pense que si on l'autorise, à un moment ou à un autre, il y en a un qui fera une bêtise, qui fera une connerie, et ça va nous revenir dans la tête. Donc je pense que ça peut correspondre à une demande, ça peut correspondre à un service. C'est difficile de mettre des règles qui soient des dogmes, mais il faut trouver un système. Si ça peut correspondre, dans ce cas, il faut aussi que l'examen de vue à domicile fonctionne. Parce que quand on fait un domicile parce que y a un problème, je sais pas, d'alitement pour cause de maladie, d'alitement pour cause d'âge, de rester à la maison pour un enfant malade ou X ou Y raison, ces gens-là peuvent aussi, dans ce cas, solliciter un examen de vue à domicile. Il n'est pas moins utile, il n'est pas plus utile, il complète une demande. Qu'est-ce que tu attends de ce road trip de l'optique en fait? Pourquoi tu t'es inscrit et surtout qu'est-ce que tu attends de ce film final en fait? J'aime la démarche, j'aime l'idée qu'on puisse peut-être avoir une base de co-construction commune pour défendre ce qu'on sait faire, pour défendre un métier qu'on a plus ou moins aimé mais qu'on doit pouvoir, dont on n'a pas à avoir honte et dont on doit être fier. Je pense qu'on a quelque chose de sympa, j'allais dire, mais parce que c'est le terme, à construire et avec nos collaborateurs et avec nos clients. On cherche depuis des années maintenant le parcours client et l'expérience d'achat. On n'y arrive pas trop, mais je pense que si on était tous plus à l'écoute les uns des autres, on pourrait y arriver. Et c'est fait partie des choses que je crains parce que je pense que Filman et Grand Vision, d'abord, quand ils vont arriver, auront déjà une notion du parcours client qui sera bien plus élevée que la nôtre. Et ça risque de nous revenir comme un retour de bâton parce que ce qui guide à l'heure actuelle, c'est l'argent. Donc je pense qu'il faudrait d'abord fédérer et s'entendre sur qu'est-ce que c'est que d'être un bon professionnel. Est-ce que tu as un sujet qu'on n'a pas abordé? Je voudrais qu'il soit plutôt positif, donc je crois que l'espoir, l'avenir, c'est les jeunes. Alors je me sens pas vieux, mais je crois que l'avenir, c'est les jeunes. Mettons en phase quelque chose qui leur donne envie de venir à notre métier, mais pas uniquement pour un salaire, pas uniquement pour un paramédical, pas uniquement pour des vacances ou des conditions, mais pour un ensemble, pour tout ce qui peut leur plaire. Le coup de gueule positif déjà. Réunissons tous les professionnels de la branche, indépendants, fournisseurs, sous-enseignes, coopérateurs, clients. Mettons le temps qu'il faudra et définissons ce que c'est que la satisfaction pour tous ces acteurs et pour le fournisseur et autre que, on peut pas exclure, mais en mettant un pourcentage à chaque item et l'argent ne doit pas dépasser, je sais pas, peut-être 10 ou 15% de l'item. Est-ce que tu es prêt pour la série questions-réponses du tac au tac? Allez go. Reban ou Persol? Persol. Atelier ou examen de vue? Examen de vue. Chemise ou polo? Chemise. Rof ou Fnof? Rof. Montage à chaud ou montage à froid? À froid. Concurrent ou confrère? Confrère. Métal ou acétate? Acétate. Silmo ou Mido? Silmo. Tu préfères avant le Covid ou après le Covid? Pas de différence. Tu préfères avoir -8 ou avoir +8? -8. Cosium ou Pro-Optique? Cosium. Tu préfères être seul dans un magasin de 150 m² ou 15 dans un magasin de 50 m²? Seul dans un magasin de 150. Tu préfères faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? Inventaire. Loucher ou diverger? Loucher ou diverger? Diverger. Ouais. Tu préfères voir double ou voir la moitié des choses? Double. Former ou être formé? J'ai soif d'apprendre, être formé. On dit un client ou un patient? J'aimerais qu'on dise un patient. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer les plaquettes vertes? L'un va pas sans l'autre. Et enfin, tu préfères liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique? Voilà. Liker et remercier le road trip de l'optique. Merci beaucoup.